Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir demandé de faire cette présentation. Donc effectivement, on va parler un petit peu de technologie et de digital. Alors, pour démarrer, vous voyez que c'est un domaine aujourd'hui qui est très très vaste. C'est finalement la conséquence depuis une quinzaine, une vingtaine d'années de l'émergence de technologies informatiques et de technologies de communication. Il y a une vingtaine d'années, quand on voulait se connecter à Internet, il fallait réquisitionner sa ligne téléphonique et on n'avait pas forcément tous un téléphone portable dans la poche, donc on n'est plus tout à fait dans le même monde. Alors aujourd'hui, dans le domaine médical, il y a tout un tas d'utilisations de la technologie. On ne va pas parler de tout ça, ça va du dossier médical informatisé, à la télémédecine, bien sûr, qui a connu une explosion depuis 2 ans avec la pandémie de Covid-19. Mais on va plutôt aujourd'hui parler de la technologie vraiment dans le soin. Comment est-ce qu'on peut intégrer finalement la technologie pour se soigner et dans la relation qu'on a entre les médecins et les patients. Alors c'est vrai qu'il existe aujourd'hui tout un tas d'objets connectés, d'applications médicales que vous pouvez télécharger, récupérer ou acheter dans les grandes surfaces ou des magasins spécialisés et qui sont capables de mesurer tout un tas de paramètres. Alors la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène, le rythme cardiaque avec l'enregistrement de l'ECG, la glycémie, etc., etc. Et nous, en neurologie, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? C'est de mesurer l'activité physique. On va en reparler et vous venez de voir à quel point l'activité physique, ça peut être important. On peut monitorer, par exemple, la survenue de chutes. On peut surveiller l'évolution des fonctions visuelles, de la cognition, de la mémoire, la concentration, etc., ou de la dextérité. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer dans le domaine de la neurologie. Alors, je vais faire un petit écart. On va sortir un peu de la neurologie, tout du moins un petit peu en partie, parce que forcément, la question qu'on se pose comme ça de prime abord, c'est est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que ce sont seulement des gadgets qui n'ont pas trop d'intérêt au quotidien? Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, vous avez eu une publication dans une revue médicale quand même très très prestigieuse. C'est pas, quand on arrive à publier dans cette revue une fois dans sa vie, généralement, on est content, et qui montre que les tracés ECG qu'on obtient à partir d'objets connectés grand public, donc une montre de la célèbre marque à la pomme, encore les Américains, désolé, permet de dépister des troubles du rythme cardiaque graves qui vont permettre ensuite de pouvoir éventuellement instaurer des traitements pour éviter des complications. Donc vous voyez que la technologie, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alors, on revient à la neurologie, parce qu'il n'y a pas que les cardiologues qui peuvent faire des travaux de recherche en matière de technologie. Et donc, on va revenir un petit peu plus à mon domaine quotidien, qui est la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, si vous ne connaissez pas bien cette maladie, c'est une maladie chronique qui va démarrer le plus souvent chez des personnes jeunes, aux alentours de 30 ans, parfois un petit peu plus tôt, qui va durer toute la vie, qui peut être à l'origine d'un handicap physique, si elle n'est pas traitée. C'est vrai que c'est pas toujours simple de prendre en charge les patients parce que les symptômes fluctuent. Parfois, les patients, ils sont bien un jour, ils sont moins bien un autre jour. Et puis, parfois, ils ont du mal à se concentrer, à retenir les choses. Donc, quand on les voit en consultation, tous les 6 mois ou tous les ans, c'est pas toujours évident d'avoir un reflet de l'évolution de leur maladie. Parfois, même en consultation, ils savent plus ce qu'ils veulent nous dire. Ah oui, j'avais oublié. Ils se rendent compte après, à la fin de la consultation, ou 48 heures après, qu'ils ont oublié de nous parler de tel ou tel symptôme. Paradoxalement, on est dans une époque où on a de plus en plus de traitements pour soigner cette maladie, et tant mieux, avec donc une prise en charge qui est de plus en plus compliquée et qui nécessite d'avoir un suivi vraiment de précision. C'est vraiment important de savoir ce qui se passe pour nos patients pour adapter au mieux les traitements qu'on leur donne. Donc on peut imaginer que la technologie nous permettrait d'avoir des outils pour mieux suivre l'évolution de la maladie et donc au final mieux les soigner.
Alors, je vous présente un travail qui a été fait donc, par une équipe française, donc une start-up qui s'appelle AdScientiam, qui a développé cette application MS Copilot. Alors, MS, c'est sclérose en plaques en anglais. Et donc, cette application qui est téléchargeable sur toutes les grandes plateformes mobiles, elle consiste en fait à proposer aux patients des tests qui sont inspirés par des tests neurologiques qu'on fait régulièrement dans les centres experts et qui surveillent donc l'évolution de la maladie sur différents paramètres, notamment l'évolution de la marche, de la dextérité, avec des petits exercices, vous voyez, où il faut déplacer une bille en suivant une trajectoire, de surveiller la vision, de surveiller la cognition. Là, vous avez un exemple où le patient doit associer des symboles à des chiffres le plus vite possible. Donc, on voit un symbole, on doit donner le chiffre correspondant. Alors, cette étude, elle a été donc évaluée à la fois chez des volontaires sains et chez des patients. Et donc, en fait, on a fait passer aux personnes bien, à la fois la batterie de test digital et puis la batterie de test classique, standard. Et vous voyez sur le schéma en fait, que les résultats sont très, très, très similaires. C'est-à-dire que, en somme, vous avez donc sur un axe le score digital, sur un axe le score normal, plus le score est élevé sur un test et plus il va être élevé aussi sur le deuxième. Alors vous voyez que les volontaires, bien entendu, ont des scores plus élevés que les patients. Donc déjà, on montre que l'application permet bien de distinguer les patients des sujets volontaires. Et puis on montre qu'il y a une très très forte association entre les résultats sur les deux batteries. Alors, est-ce que pour autant, il faut dire à tous nos patients de télécharger cette application ? Non, on n'y est pas vraiment encore. Il faut bien sûr qu'on arrive à démontrer l'intérêt à faire ce type de mesures de manière répétée dans le temps. Donc, quel impact ça peut avoir sur la prise en charge qu'on va proposer à nos patients ? Ça prend plus de temps, c'est quand même plus fastidieux en termes de recherche. À partir de quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter si j'ai perdu un demi-point, 1 point, 2 points, 5 points ? Pour l'instant, c'est encore difficile à dire. Et puis, bien sûr, il faut que la solution, elle reste acceptable pour les patients. Hors de question de demander à des gens tous les jours de se lever et de faire des tests sur leur smartphone. De toute façon, les gens ne le feront pas. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre récupérer des informations utiles dans la pratique, mais sans non plus embêter nos patients en leur demandant de faire des tests et des tests. Et puis bien sûr, il y a le côté opposé, c'est-à-dire que si nous, on doit gérer, en plus de tout ce qu'on gère en consultation habituellement, les résultats des tests digitaux, ça va être aussi compliqué. Donc, encore une fois, il y a un équilibre à trouver. Alors, une autre solution qui se développe aujourd'hui dans le domaine de la médecine connectée, c'est de privilégier ce qu'on appelle les mesures passives. Alors, c'est quoi les mesures passives ? Là, c'est tout simplement des choses qui peuvent être collectées sans qu'il y ait besoin pour la personne de faire un effort de travail et de collecte de données. C'est-à-dire que finalement, avec le smartphone que vous avez tous dans votre poche, on peut enregistrer beaucoup de choses sans que vous vous en rendiez compte. Vos déplacements, les applications que vous utilisez, comment vous explorez l'écran avec vos yeux, parce qu'il y a une caméra qui permet de capter les déplacements, les mouvements des yeux. Comment vous frappez au clavier ? Est-ce que vous frappez vite, lentement ? Est-ce que vous faites beaucoup d'erreurs ou pas d'erreurs ? Tout ça, c'est des choses qui peuvent être collectées. Et il y a des études qui montrent que finalement, si on collecte toutes ces données et qu'on applique des super algorithmes de calcul, alors vous voyez, vous entendez parler d'intelligence artificielle, vous pouvez dégager des profils pour dire, voilà, là on a plutôt le comportement d'un patient qui a une maladie de Parkinson, on a plutôt le comportement d'une personne qui peut souffrir de telle ou telle maladie. Alors bien entendu, ça soulève tout un tas de questions et de problématiques sur la confidentialité des données, sur l'utilisation des données privées. On a parlé aussi des grandes bêtises qu'on peut faire en voulant analyser des grandes quantités de données. Je dis pas le contraire. Donc ça soulève aussi, bien entendu, beaucoup de questions. Alors de manière un petit peu plus légère et un petit peu moins technique, on peut aussi utiliser la technologie pour promouvoir l'auto-prise en charge et l'activité physique. Donc là encore, ça fait écho à ce que vous a dit Cosmine sur la maladie de Parkinson. On sait que le sport, c'est très important pour les maladies chroniques. Alors, on n'a pas autant de données
peut-être dans la sclérose en plaques que ce qu'on a dans la maladie de Parkinson, mais en tout cas, on sait que l'activité physique, c'est très important, hein, donc le fameux concept du sport sur ordonnance, c'est vraiment quelque chose qui est émergent actuellement. Alors vous avez des applications qui aident les patients à faire de l'activité physique avec des petits programmes d'entraînement. Alors de là à faire 1h30 d'activité physique intense par semaine, je ne sais pas si on y est encore, mais ça peut aider, on va dire, à s'en rapprocher, avec différents exercices qu'on peut faire, même parfois sans avoir de matériel spécifique, hein, seulement un tapis, et puis des exercices qu'on va faire à la maison. Il y a un autre domaine aussi très intéressant qui est le domaine du jeu. Hein, donc peut-être que vous avez à la maison, vous-même ou vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, des consoles de jeu avec ce type de dispositif, hein, où vous êtes amené à bouger un petit peu devant l'écran pour faire une descente de ski ou faire un match de foot, etc., etc. Et vous avez la photo d'un patient, alors je crois que dans cette étude c'était un patient parkinsonien justement, qui finalement va utiliser ce concept de jeu pour se rééduquer. Donc là aussi, vous avez des études là-dessus. Et ça ne concerne pas seulement l'activité physique, ça peut aussi concerner les activités cognitives avec des petits jeux pour faire travailler la mémoire, la concentration, etc. Ou même, en allant plus loin, des techniques qui vont utiliser la réalité virtuelle. Alors, pour l'instant, là-dessus, honnêtement, c'est quand même beaucoup plus limité. Dans la sclérose en plaques, les données scientifiques sont assez pauvres là-dessus, mais montre que l'utilisation de ces outils est probablement un moyen de rééducation qui peut être efficace, au moins aussi efficace, on va dire, que la rééducation classique, mais avec l'avantage finalement que les patients vont le faire peut-être plus avec un petit peu plus de plaisir. Hein. C'est le concept, hein, de la fun theory. Hein. Si on fait quelque chose d'amusant, on a plus envie de le faire, bien sûr, que si on doit aller travailler chez le kiné ou faire des exercices vraiment bêtement pour dire de faire des exercices. Et donc, voilà, ça peut avoir un intérêt. Alors, est-ce que cet intérêt va être durable dans le temps? Est-ce qu'il y a un effet d'épuisement? Ça, c'est toujours un petit peu difficile à dire. Et puis, attention, faire ce genre de pratique, ça doit toujours être encadré par un professionnel de santé, parce que si un patient fait une activité qu'il n'est pas capable de faire ou s'il le fait mal, il peut aussi, ça peut être à l'origine d'accidents, de douleurs, etc. Alors, je vais vous dire quelques mots des travaux de recherche que l'on mène au CRC et avec l'équipe de l'unité de recherche clinique et l'équipe URIS, de Christine Lebrun-Freinet notamment, et avec donc l'ensemble de l'unité de recherche. Dans le domaine du digital, une des que l'on a aujourd'hui, c'est finalement de savoir si la technologie peut aussi servir, alors pas uniquement directement aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'avancées ces dernières années. On sait faire des IRM très 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 précises avec des superbes images. On a des traitements magnifiques. Mais aujourd'hui, on examine toujours nos patients avec le marteau réflexe et le diapason qu'on utilisait il y a 100 ans. Hein, donc ça n'a pas changé. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est de savoir si on peut aussi utiliser la technologie pour améliorer notre examen clinique. Alors, on a développé, par exemple, cet outil qui est une petite application qu'on installe sur un smartphone ou une tablette et qui va permettre en 5 minutes d'évaluer le patient sur un certain nombre de paramètres. Alors, la rapidité motrice, la dextérité, la vision, les fonctions cognitives. Donc, c'est vraiment un test un petit peu, voilà, en 5 minutes qui va brosser différentes dimensions. Cette application, on l'a testée. Alors, chez des volontaires sains, hein, donc encore une fois, la famille, des amis, des collègues de travail, hein, dont certains sont dans la salle, et que je remercie bien sûr pour avoir participé à ce type de travaux. Et puis, des patients, alors RIS, alors pour faire très très simple, ce sont des personnes qui ne sont pas malades, d'accord, mais chez qui on a identifié un risque d'évolution vers une sclérose en plaques, parce que un jour, ils sont passés, entre guillemets, un petit peu par hasard ou pour un autre motif, dans une IRM qui a révélé des petites anomalies qui pourraient suggérer un risque d'évolution future vers la sclérose en plaques. Mais je répète, j'insiste,
Au moment où on les voit, ces personnes ne se plaignent de rien, ont un examen tout à fait normal et donc ne sont pas malades. Ce que vous voyez, c'est que quand on leur fait passer ces tests digitaux, même si nous, quand on les examine, on dit qu'ils ont un examen normal, sur à peu près tous les tests, ils sont moins bons que les témoins qui ont le même âge qu'eux. Voilà. Donc ça vous montre un petit peu l'intérêt de la technologie potentielle, c'est de dire, voilà, peut-être que notre examen clinique, il est pas suffisamment bon non plus, et peut-être qu'il faut améliorer nos moyens d'examiner les patients. Une autre thématique que l'on développe actuellement dans le domaine de la recherche, c'est une thématique sur l'enregistrement des mouvements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont vous déplacez vos yeux, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Quand vous lisez, quand vous voulez explorer l'espace qui est autour de vous, ça implique énormément de structures au niveau cérébral. On dit qu'à peu près la moitié de vos neurones vont être impliqués d'une manière ou d'une autre dans la genèse de ces mouvements oculaires. Allô, allô? Oui, ça y est. Donc la réactivité, la vitesse des mouvements oculaires, la précision, tout ça, ça va être déterminé par tout un tas de structures neurologiques qui peuvent donc nous donner des informations si on fait des enregistrements de précision. Alors, il existe un examen qu'on peut faire passer aux patients, qu'on appelle la vidéooculographie, où on va enregistrer ces mouvements oculaires qui sont perturbés dans un très grand nombre de maladies neurologiques. Et parfois, cet examen, alors c'est pas très fréquent, mais parfois ça peut aider à faire un diagnostic ou participer, on va dire, au diagnostic, mais ça pourrait surtout être un marqueur pour suivre l'évolution de certaines maladies où vous avez une souffrance cérébrale un peu diffuse, donc notamment comme les maladies neurodégénératives ou notamment comme la sclérose en plaques. Alors c'est un examen pour autant qu'on pratique assez peu parce que ça demande du matériel spécifique, il y a peu de centres qui sont équipés, ça coûte cher, ça demande du savoir-faire et finalement c'est peut-être un petit peu beaucoup d'investissement pour peu d'utilisation par rapport à ce qui est aujourd'hui reconnu. Alors, on a essayé de développer un projet, finalement, puisque vous savez que les smartphones, les tablettes, aujourd'hui, peuvent reconnaître votre visage. Vous vous en servez tous pour déverrouiller votre téléphone, en tout cas si vous avez un téléphone un petit peu récent. Et donc, finalement, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les capacités du téléphone ou de la tablette pour enregistrer les mouvements des yeux de la même manière que ce qu'on fait avec la vidéo-oculographie. Alors, bien entendu, on ne peut pas imaginer qu'une tablette qui coûte moins de 1 000 € va être aussi performante qu'un appareil qui va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autre problème aussi que vous avez vu, si vous avez un téléphone qui se déverrouille en reconnaissant votre visage, c'est qu'avec le masque, ça marche pas bien. Donc, quand on veut faire ce type d'enregistrement, ça dure pas longtemps, mais on est obligé de demander aux personnes de retirer le masque. Espérons que, à court ou moyen terme, ce sera plus vraiment une problématique. Mais en tout cas, ce que vous voyez sur la figure, c'est que finalement, sans rentrer dans les détails, quand vous regardez les courbes qu'on obtient, avec un examen, avec un casque qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, et les courbes qu'on obtient avec une tablette, simplement comme ça en étant assis à son bureau, on a déjà des courbes qui ont à peu près la même tête, donc c'est déjà encourageant. Alors, est-ce que c'est vraiment fiable et est-ce que ça vaut quelque chose? On a fait donc une étude en collaboration avec le centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, chez des patients donc, qui ont une sclérose en plaques. Alors, vous voyez que dans le tableau, vous avez donc différentes anomalies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous avez donc le pourcentage de patients chez qui on retrouve cette anomalie. Donc, vous voyez que l'examen est très souvent anormal. Il y a beaucoup de patients qui ont des anomalies sur les enregistrements de mouvement des yeux. Et vous voyez que notre tablette et notre application, elle se défend pas mal finalement parce qu'on retrouve à peu près les mêmes choses. Et quand on regarde si l'examen sur la tablette est normal ou anormal, vous voyez que quand c'est normal, il y a très très peu d'anomalies sur l'examen classique. Quand c'est anormal, il y en a beaucoup. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on est en train de poursuivre, toujours dans la sclérose en plaques, mais vous voyez que ça peut finalement s'étendre à tout un tas de domaines différents, notamment la médecine du sport, parce que ça pourrait être un marqueur intéressant en cas de commotion cérébrale chez des sportifs pour prédire la sévérité du trauma. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu
que la médecine connectée est quand même quelque chose de sérieux qui est en plein essor, avec des perspectives assez prometteuses, à la fois pour la vision du professionnel de santé, mais aussi pour la vision donc, des patients, avec bien sûr un besoin de faire des travaux pour valider tous ces outils. Hors de question de mettre à disposition comme ça un outil pour lequel on n'a pas fait la preuve de son utilité. Et donc, vous savez qu'il y a un engagement, entre guillemets, du gouvernement et de l'État pour recenser les outils numériques validés au niveau national sur la nouvelle plateforme dont vous entendez la publicité dans les médias en ce moment, Mon Espace Santé. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, je vous le cache pas. Voilà, je vous remercie. Vous le poserez là, merci. Si, de très près, si. Ouais, il va vous le connecter. En période Covid, même pas. Bon. Attendez. Je vais vous rendre celui-là. Bon, après une présentation sur le digital, on voit qu'on est lâché par la technique. Est-ce qu'il y a une question sur les outils numériques qui sont développés? Oui, je vois quelqu'un qui se lève. Non? Non, c'est pour passer le micro. Oui, il y a une question. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, lorsque vous formez les médecins et les intervenants qui vont développer ces solutions digitales, vous avez, j'imagine, une collaboration avec des ingénieurs pour toute la partie développement. Est-ce que vous avez aussi une sensibilisation pour tout ce qui va être sécurité par rapport aux données, par rapport à la manière dont vous allez les stocker, les interpréter? Alors oui, bien entendu, à chaque fois qu'une solution est proposée, notamment quand se pose la question de stockage et surtout de transmission de données, oui, bien sûr, il y a des hébergeurs de données de santé aujourd'hui qui vont héberger les données. Alors après, les travaux qu'on mène nous, moi, à titre de loisir, entre guillemets, je développe des applications mobiles, donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le projet. L'intérêt aussi de développer des outils vraiment destinés aux professionnels, c'est que les données, elles transitent nulle part. Donc elles sont anonymisées, elles transitent nulle part. Donc il y a moins de problématiques de ce point de vue-là. Mais bien sûr, à terme, oui, c'est quelque chose qui est toujours envisagé dans les projets actuels. Alors par contre, vous avez souligné un point important, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu, voire pas du tout, de formation à destination des étudiants, notamment des étudiants en médecine, dans le domaine de la santé connectée, et c'est dommage. Alors, il commence à y avoir des formations universitaires qui se mettent en place depuis quelques années, mais ce n'est pas du tout des formations obligatoires et ça ne fait pas du tout partie du cursus médical. Donc ça, c'est un point vraiment important que vous soulignez.